Un récit émouvant de rédemption, d'amour, de passion et de nouveau départ. Il lui avait juré son amour, puis avait disparu sans laisser de traces. Maintenant, elle est enceinte, vivant dans la rue, et l'enfant pourrait être de lui. Mais leurs retrouvailles vont révéler des secrets capables de tout détruire. Regardez cette histoire jusqu'à la fin, vous serez surprise. Si vous aimez les histoires d'amour, les romances, abonnez-vous à cette chaîne, laissez votre commentaire. Nous publions des vidéos comme celle-ci tous les jours. Continuons. L'été. 2024 à Paris avait été le plus étouffant depuis des décennies. Les rues brûlaient de chaleur et Émilie Moreau marchait dans le quartier de Montmartre avec le sentiment qu'elle fuyait sa propre existence depuis des mois. À 29 ans, elle portait sur ses épaules le poids d'une vie qui s'était effondrée comme un château de cartes. Ancienne professeure d'histoire de l'art à la Sorbonne, elle avait été une femme respectée, admirée par ses élèves, reconnue par ses collègues, jusqu'au jour où tout s'était écroulé. L'accusation avait été cruelle et calculée, une relation inappropriée avec un étudiant. Un mensonge si bien construit qu'elle-même n'avait pas réussi à prouver son innocence. Documents falsifiés, témoins achetés, preuves fabriquées. Quelqu'un avait orchestré sa destruction avec une précision chirurgicale, et Émilie se réveillait encore chaque nuit en essayant de découvrir qui et pourquoi. Licenciée, humiliée, publiquement, rejetée par sa propre famille qui avait toujours remis en question ses choix académiques, elle avait vendu tout ce qu'elle possédait et avait déménagé à Paris. Non par espoir, mais par désespoir. Une ville assez grande pour qu'une personne puisse disparaître parmi des millions d'autres visages anonymes. Cet après-midi de mars, elle marchait sans but dans les rues de Montmartre quand elle s'arrêta devant un antiquaire. La vitrine exposait des pièces qui semblaient murmurer des histoires oubliées, meubles français, coloniaux, peintures du XIXe siècle, objets qui portaient l'âme d'époques révolues. Pendant un moment, elle se sentit à nouveau chez elle. L'art avait toujours été son refuge, son langage le plus fluide. Cette pièce a attiré votre attention? La voix derrière elle était grave, avec un accent qu'elle ne put identifier immédiatement. Elle se retourna et découvrit un homme qui semblait sortir d'une peinture de la Renaissance, mais avec des traits incontestablement français. Grand, épaules larges, cheveux sombres légèrement ondulés. Ses yeux étaient ce qui impressionnait le plus, gris comme la pluie d'hiver, intense et troublant. « C'est une pièce coloniale de Provence », répondit Émilie, essayant de paraître désinvolte tout en observant le miroir orné dans la vitrine. 18e siècle, probablement fabriqué à Marseille. Le travail du bois précieux indique qu'il a été commandé par quelqu'un de très riche pour l'époque. Il sourit, mais ce ne fut pas un sourire qui atteignit ses yeux. Impressionnant. La plupart des gens ne voient qu'un vieux miroir. « Je vois des histoires, » dit-elle, le regardant enfin. « J'ai toujours vu. » Raphaël Dumont, se présenta-t-il tendant la main. La poignée était ferme, mais elle remarqua qu'il la retint quelques secondes de plus que nécessaire. « Émilie. »« Juste Émilie, pour l'instant. » Il rit, et cette fois le son eut une chaleur authentique. « Vous avez suffisamment de connaissances sur l'art colonial français pour m'aider avec un projet ?» Émilie hésita. Ces derniers mois, elle avait appris à se méfier des opportunités qui arrivaient sans prévenir. Mais la nécessité parlait plus fort que la prudence. Son argent s'épuisait, et dormir dans le refuge pour femmes du centre-ville devenait insoutenable. Quel genre de projet? J'ai une propriété à Chamonix, un manoir des années 1920 qui appartenait au baron du vin Auguste Mercier. Je le restaure et j'ai besoin de quelqu'un qui comprenne l'art et la décoration de l'époque, quelqu'un qui sache donner vie aux cette histoire que ces murs gardent. La proposition était trop tentante pour être vraie. Et pourquoi moi? Parce que vous voyez ce que les autres ne voient pas, dit-il, avec une simplicité qui la décontenança. Et parce que quelque chose me dit que vous avez besoin d'un nouveau départ, autant que j'ai besoin de quelqu'un qui rende justice à cette maison. Émilie étudia son visage, cherchant des signes de mensonge ou de mauvaise intention. Raphaël, Dumont irradiait le type de confiance qui venait avec l'argent et le pouvoir. Mais il y avait autre chose, une tristesse profonde, soigneusement cachée derrière la posture altière. Quand commencerai-je? Demain, si vous acceptez. Le travail durerait quelques mois. J'offrirai l'hébergement dans la propriété, les repas et un salaire que j'imagine.
Assez généreux pour quelqu'un dans votre situation. » Les mots furent prononcés sans malice, mais Émilie sentit le sang lui monter au visage. Ma situation. Une femme intelligente, clairement éduquée, portant un sac à dos usé et observant des antiquités avec la faim de quelqu'un qui a perdu tout ce qu'elle aimait. Il ne détourna pas le regard. Je ne juge pas. Je reconnais. L'honnêteté brutale le rendait encore plus troublant. Émilie respira profondément, pesant ses options limitées. Elle pourrait continuer à dépérir à Paris, dépensant ses derniers euros en café et en baguettes, dormant dans des refuges et acceptant des travaux qui ne payaient même pas assez pour le transport. Ou elle pourrait accepter l'offre d'un inconnu et partir pour les montagnes. D'accord, dit-elle. J'accepte. Excellent. Raphaël sortit une carte de la poche intérieure de son blazer. Mon chauffeur viendra vous chercher demain à 8 heures du matin. Donnez-moi votre adresse. Émilie hésita à nouveau. En fait, je suis entre deux adresses en ce moment. Hôtel. Quelque chose comme ça. Il l'étudia pendant un moment qui sembla éternel. Le Ritz, le refuge pour femmes de la rue Saint-Denis. S'il fut surpris, il ne le montra pas. Il acquiesça simplement. À 8 heures précises, alors. Cette nuit-là, Émilie put à peine dormir. Allongée sur la couchette inconfortable, écoutant les ronflements et les murmures des autres femmes, elle essayait de déchiffrer ce qui s'était passé. Raphaël Dumont était apparu comme un ange sauveur, mais les anges sauveurs n'existaient pas. Surtout pas pour des femmes comme elle, qui avaient appris de la pire façon que le monde n'était pas généreux envers ceux qui tombaient. Pourtant, elle fit ses bagages. Le sac à dos ne prit pas plus de 5 minutes à préparer. Quelques vêtements, des livres, des documents, et les bijoux de sa grand-mère qu'elle n'avait jamais eu le courage de vendre. Le chauffeur arriva ponctuellement à 8 heures. Un homme silencieux en costume sombre qui la salua d'un signe de tête et porta son sac à dos comme s'il pesait des tonnes. La voiture était une BMW noire aux vitres fumées et Émilie eut l'impression d'entrer dans un autre monde. Le voyage. Jusqu'à Chamonix dura 3 heures, et à chaque kilomètre qui les éloignait de Paris, Émilie avait l'impression de laisser derrière elle non seulement la ville, mais une version entière d'elle-même. Le chauffeur n'essaya pas de faire la conversation, et elle profita du silence pour observer le paysage qui passait d'urbain à rural, de gris à vert. La propriété apparut après un virage escarpé, au milieu d'une forêt de sapins. Émilie retint son souffle. Le manoir était magnifique, une construction imposante de style néoclassique qui semblait avoir jailli des montagnes comme un miracle architectural. 3 étages, des jardins soigneusement aménagés, une fontaine centrale qui reflétait la lumière dorée de l'après-midi. Raphaël l'attendait à l'entrée principale, vêtu d'une chemise blanche en lin qui contrastait avec sa peau bronzée. Le revoir confirma l'impression qu'elle avait eue la veille. Il était trop beau, trop riche, trop mystérieux pour être vrai. « Bienvenue au manoir Mercier », dit-il, tendant la main pour l'aider à sortir de la voiture. « J'espère que vous vous y sentirez chez vous. » Émilie accepta son aide, essayant d'ignorer la chaleur qui se répandit dans son bras quand il la toucha. C'est impressionnant. Attendez de voir l'intérieur. Et c'était vraiment à couper le souffle. Le hall d'entrée avait une double hauteur sous plafond, un escalier en marbre de Carrare, des fresques au plafond représentant des scènes de la mythologie grecque adaptées au contexte français. Mobilier d'époque, tapis persans, peintures d'artistes comme Delacroix et Monet. Le baron Mercier n'a pas lésiné sur les moyens, commenta Émilie, tournant lentement pour absorber chaque détail. Il voulait que la maison témoigne de la richesse que le vin avait apportée au pays, une façon d'éterniser son héritage. Raphaël s'approcha de l'une des peintures, l'observant avec une expression pensive. On ne peut pas toujours contrôler comment on sera rappelé. Il y avait quelque chose dans sa façon de dire cela qui fit qu'Émilie le regarda plus attentivement. « Vous connaissez bien l'histoire de la famille ? Je connais les histoires de nombreuses familles riches françaises. Elles se terminent généralement de la même façon, par la tragédie ou l'oubli. Et vous, quelle sera la fin de votre histoire ?» Il la regarda avec ses yeux gris troublants. « Je suis encore en train de l'écrire. » Les jours qui suivirent développèrent une routine étrange et intime. Émilie se levait tôt et passait les matinées à cataloguer les œuvres d'art, à rechercher leurs origines, à documenter leur état de conservation.
Les après-midi étaient consacrés à la planification de la restauration. Raphaël apparaissait sans horaire fixe, parfois restait des heures à l'observer travailler, parfois disparaissait pendant des jours entiers. Quand il était présent, la tension dans l'air devenait presque palpable. Il se déplaçait dans la maison comme un félin, toujours silencieux, toujours observant. Émilie sentait le poids de son regard sur son dos quand elle se concentrait sur une tâche, sentait sa présence même quand elle ne le voyait pas. « Avez-vous d'autres projets en dehors de cette maison ?» demanda-t-elle un après-midi, en examinant une toile de Matisse qui nécessitait une restauration urgente. « Quelques affaires ici et là. » La réponse fut vague, comme toujours, lorsqu'elle essayait d'en savoir plus sur sa vie. Quel genre d'affaires? Investissement, importation, des choses qui rapportent assez d'argent pour entretenir des maisons comme celle-ci. Émilie leva les yeux de la peinture. « Pourquoi ai-je l'impression que vous mentez ?» Raphaël rit, mais ce fut un son sans humour. « Parce que vous êtes trop intelligente pour votre propre bien. »« Ce n'est pas la première fois que j'entends. »« Ça ? J'imagine que non. » Il s'approcha, s'arrêtant si près qu'elle put sentir l'odeur de son eau de Cologne masculine mélangée à quelque chose de plus sauvage. « Et j'imagine que cela vous a toujours apporté des problèmes. Vous n'avez pas idée. Racontez-moi. » Sa voix avait baissé de ton, devenant presque un murmure. Émilie sentit son cœur s'accélérer, mais elle ne put déterminer si c'était de la peur ou de l'attraction. « Pourquoi voulez-vous savoir ? » ?»« Parce que vous êtes dans ma maison. Vous prenez soin de mes affaires, et j'aime connaître les personnes en qui j'ai confiance. Vous avez confiance en moi. Devrais-je ? La question resta suspendue dans l'air entre eux comme une promesse et une menace. Émilie déglutit, essayant d'organiser ses pensées. Il y avait quelque chose d'hypnotique dans la façon dont Raphaël la regardait, comme s'il essayait de lire non seulement ses pensées, mais son âme. « J'étais professeur, » dit-elle finalement, « à la Sorbonne, histoire de l'art. J'avais une carrière prometteuse, de la reconnaissance, une vie que j'avais construite brique par brique. Et quelqu'un a décidé que je ne méritais pas de l'avoir. » Les mots sortirent amers. « Ils ont forgé des preuves que j'entretenais une relation inappropriée avec un étudiant, pas seulement romantique, mais que je le favorisais académiquement en échange de faveurs. » Raphaël ne dit rien, continuant simplement à la regarder avec cette intensité troublante. Les preuves étaient imparfaites, trop parfaites. Des emails que je n'ai jamais envoyés, des photographies que je n'ai jamais prises, des témoins qui ont juré avoir vu des choses qui ne se sont jamais produites. Émilie sentit la colère familière monter dans sa gorge. J'ai essayé de me défendre, mais c'était ma parole contre un dossier entier de mensonges bien construits. Et vous n'avez jamais découvert qui était derrière tout ça? J'ai des soupçons. Il y avait d'autres professeurs qui voulèrent le poste que j'occupais, d'anciens petits amis qui n'ont pas bien accepté la fin des relations, des personnes qui se sont peut-être senties menacées par mon succès. Émilie secoua la tête, mais les soupçons ne prouvent rien. Parfois, ils prouvent tout, dit Raphaël avec une certitude qui la fit frissonner. Que voulez-vous dire par là? Que nous n'avons pas toujours besoin de preuves pour savoir qui sont nos ennemis. Parfois, il suffit de suivre son instinct. Il y avait quelque chose dans sa façon de dire cela qui suggérait une expérience personnelle. Émilie se demanda quel genre d'ennemi un homme comme Raphaël pouvait avoir. Et votre famille? Ils ne vous ont pas soutenu? La question sembla provoquer un changement subtil dans son expression. Ma famille n'est pas exactement connue pour soutenir ceux qui en ont besoin. Ils savent que vous êtes ici? Ma famille ne sait pas où. Je suis depuis longtemps, et je préfère qu'il en soit ainsi. Le ton final de la réponse indiqua clairement que le sujet était clos, mais Émilie ne put réprimer sa curiosité. Raphaël Dumont était une énigme enveloppée de mystère, et plus elle passait de temps avec lui, plus les questions surgissaient. Ce soir-là, pendant le dîner servi dans la salle à manger formelle, la tension entre eux atteignit un nouveau palier. Raphaël avait choisi un vin rouge coûteux, et la lumière des bougies faisait briller sa peau dorée comme du bronze. « Vous vous sentez seul ici ?» demanda-t-il, coupant le risotto aux crevettes que la cuisinière avait préparé. « Parfois, mais c'est une solitude différente de celle que je ressentais à Paris. »« Comment ça ? Là-bas, j'étais seul au milieu de millions de personnes. Ici, je suis seul au milieu des montagnes, mais je ne me sens pas vide. Et moi, ma présence ?
Compte-t-elle pour quelque chose? La question la prit au dépourvu. Émilie leva les yeux et trouva Raphaël l'observant avec une intensité qui fit se contracter son estomac. Elle compte, admit-elle, sentant son visage s'échauffer. En bien ou en mal, je suis qu'encore en train de décider. Il sourit et cette fois le sourire atteignit ses yeux. Au moins vous êtes honnête. L'honnêteté est l'une des rares choses qui me restent. Et quoi d'autre vous reste-t-il? La fierté, peut-être trop de fierté. La fierté n'est pas un défaut quand on a des raisons de la ressentir, même quand elle nous empêche d'accepter de l'aide, surtout quand elle nous empêche d'accepter une aide trop facile. Émilie s'arrêta, la fourchette en l'air. Vous suggérez que votre aide a été trop facile? Je suggère que vous avez été intelligente de vous en méfier. Et maintenant, dois-je continuer à me méfier? Raphaël s'adossa à sa chaise, son regard ne quittant jamais son visage. Maintenant, vous devez suivre votre instinct, comme vous l'avez toujours fait. Mon instinct m'a amené jusqu'ici. Et que vous dit-il maintenant? Émilie sentit son cœur s'accélérer. L'instinct criait tant de choses contradictoires qu'elle pouvait à peine toutes les entendre. Que Raphaël était dangereux, qu'il cachait quelque chose d'important, qu'elle se sentait plus vivante en sa présence qu'elle ne l'avait été depuis des mois, qu'il y avait une attraction magnétique entre eux qui devenait impossible à ignorer. « Il me dit que vous n'êtes pas celui que vous prétendez être, » répondit-elle finalement. « Et cela vous dérange? Cela devrait-il? Peut-être. » Ils terminèrent le dîner dans un silence chargé de possibilités non dites. Quand Raphaël proposa de l'accompagner jusqu'à sa chambre, Émilie ne refusa pas, bien qu'elle sût qu'elle entrait en territoire dangereux. Le couloir du deuxième étage était éclairé par d'anciennes lampes qui créaient des ombres dansantes sur les murs. Leurs pas résonnaient sur le plancher en bois, créant une bande sonore intime pour leur marche silencieuse. À la porte de sa chambre, Raphaël s'arrêta. « Émilie, oui? Si un jour vous découvrez que je ne suis pas l'homme que vous imaginez, que ferez-vous » La question la déconcerta par son honnêteté crue. « Cela dépend de qui vous êtes réellement. Et si j'étais quelqu'un de dangereux ?»« Qu'un tout le monde est dangereux d'une façon ou d'une autre, » répondit-elle, se surprenant elle-même par sa réponse. « La question est de savoir si le danger en vaut la peine. » Raphaël fit un pas en avant, réduisant l'espace entre eux à presque rien. Émilie put voir les petites cicatrices qui marquaient son visage, la ligne tendue de sa mâchoire, la façon dont il respirait un peu plus vite que la normale. « Et ça en vaut la peine » demanda-t-il, la voix rauque. Avant qu'elle puisse répondre, il leva la main et toucha doucement son visage. Son pouce traça la ligne de sa pommette, descendant jusqu'au coin de sa bouche. Le toucher était léger, presque révérencieux, mais envoya des vagues de chaleur dans tout son corps. « Raphaël, je sais, murmura-t-il, je sais que c'est de la folie. Je sais que vous devriez fuir loin de moi aussi vite que possible. Je sais que je devrais vous laisser en paix. Mais je n'y arrive pas. » La confession sortit comme un murmure désespéré. « Depuis le moment où je vous ai vu devant cet antiquaire, je n'arrive pas à arrêter de penser à vous, à la façon dont vous regardez les choses, comme si vous pouviez voir à travers elles jusqu'à trouver la vérité cachée, à la façon dont vous ne baissez pas les yeux quand je vous regarde, à la façon dont vous n'avez pas peur de moi, alors que vous devriez. » Émilie sentit le monde se réduire jusqu'à ce qu'il ne reste plus que deux, debout dans le couloir sombre d'un manoir qui gardait des secrets qu'elle ne connaissait pas encore. « Peut-être devrais-je avoir peur, murmura-t-elle. Peut-être, mais vous n'en avez pas. » Non. Pourquoi? La question exigeait une honnêteté qu'elle ne savait pas si elle était prête à donner. Mais sous le regard gris et intense de Raphaël, les défenses qu'elle avait construites ces derniers mois commençaient à s'effondrer. « Parce que vous me rappelez que je suis encore en vie, dit-elle. Parce que quand vous me regardez, je ne vois ni pitié ni jugement. Je vois de la reconnaissance. » De la reconnaissance? Comme si vous saviez exactement ce que c'est que de porter des blessures que personne d'autre ne peut voir. Sandpousse traça le contour de ses lèvres, et Émilie se surprit à se pencher vers son toucher. « Émilie, dit-il à nouveau, cette fois comme une prière. « Je sais que c'est compliqué, murmura-t-elle. Je sais que je vais probablement le regretter. Je sais que vous cachez quelque chose qui pourrait me blesser. Et malgré tout, Raphaël ferma les yeux un instant, comme s'il livrait une bataille intérieure. Quand il les rouvrit, il avait pris une décision. « Pas ce soir, dit-il,
reculant d'un demi-pas. Pas tant que vous ne savez pas exactement dans quoi vous vous engagez. Le rejet fit plus mal qu'Émilie ne l'avait anticipé. Raphaël. Croyez-moi, interrompit-il la voix rauque de retenue. Je le veux. Dieu sait à quel point je le veux. Mais vous méritez de connaître la vérité avant de prendre cette décision. Quelle vérité? La vérité sur qui je suis, sur pourquoi je suis. Ici, sur pourquoi quelqu'un comme moi ne devrait pas toucher quelqu'un comme vous. Il fit un pas en arrière, et Émilie ressentit le froid de l'espace entre eux comme un choc physique. « Bonne nuit, Émilie. » Elle l'observa s'éloigner dans le couloir, ses pas résonnant jusqu'à disparaître complètement. Ce n'est qu'alors qu'elle entra dans la chambre, s'adossa à la porte fermée et essaya de contrôler sa respiration accélérée. Cette nuit-là, allongée dans le lit qui avait appartenu à la fille du baron Mercier, Émilie resta éveillée pendant des heures, essayant de déchiffrer l'homme qui avait envahi sa vie comme une tempête. Raphaël Dumont était un puzzle aux pièces manquantes, et elle avait l'impression troublante que certaines de ces pièces pourraient changer tout ce qu'elle pensait savoir de lui. Mais pour la première fois depuis des mois, elle ne se sentait pas comme une victime des circonstances. Elle se sentait comme une femme désirée, vue, valorisée. Et si cela comportait des risques, c'était peut-être un prix qu'elle était disposée à payer. Dehors, le vent des montagnes balançait les arbres, créant une symphonie nocturne qui la berça dans un sommeil agité, peuplé de rêves aux yeux gris et de promesses non tenues. Les jours suivants apportèrent un changement subtil, mais perceptible dans la dynamique entre Émilie et Raphaël. Il ne disparut pas comme elle, l'avait craint, mais il ne se rapprocha pas non plus avec la même intensité que cette nuit dans le couloir. Au lieu de cela, s'établit entre eux une danse prudente de proximité et de distance, comme deux aimants qui s'attirent et se repoussent simultanément. Émilie plongea dans le travail avec une dévotion presque obsessionnelle, cataloguant chaque pièce d'art, chaque meuble, chaque détail de la décoration originale du manoir Mercier. Elle découvrit que le baron n'avait pas seulement été un commerçant de vin prospère, mais aussi un collectionneur compulsif. Il y avait des pièces rares d'artistes français du XIXe siècle, des sculptures européennes, des céramiques, orientales, des livres qui valaient une fortune. Il essayait d'acheter l'immortalité, commenta Raphaël un matin, la trouvant dans la bibliothèque entourée de vieux livres et de catalogues d'art. Il semble que ça ait fonctionné d'une certaine façon. Nous parlons encore de lui un siècle plus tard. Mais pour les bonnes raisons, Raphaël prit l'un des livres, feuilletant les pages jaunies. Ou simplement parce qu'il avait assez d'argent pour laisser une belle trace. Émilie fit une pause. Dans son catalogage, vous parlez comme si vous connaissiez des gens comme ça. Je connais beaucoup de gens qui confondent héritage et ostentation, y compris vous-même. La question le fit lever les yeux du livre, rencontrant son regard. Surtout moi-même. L'honnêteté crue de la réponse la surprit. Raphaël était devenu un maître des réponses évasives, et chaque moment de transparence semblait un cadeau rare. Voulez-vous en parler? Non. Voulez-vous que j'arrête de poser des questions? Non plus. Émilie rit, secouant la tête. Vous êtes la personne la plus contradictoire que j'ai jamais rencontrée. Vous n'avez pas encore rencontré ma famille. Parlez-moi d'eux. Raphaël ferma le livre avec plus de force que nécessaire. Ma famille est spécialisée dans la destruction de tout ce qu'elle touche, y compris les uns des autres. C'est pour ça que vous êtes ici, pour les fuir? Je suis ici pour plusieurs raisons. Certaines ont à voir avec ma famille, d'autres non. Et quelles sont les autres? Il l'observa un long moment et Émilie eut l'impression d'être évaluée, comme s'il décidait quelle part de vérité il pouvait partager. Vous, dit-il finalement, vous êtes l'une des autres raisons. Le cœur d'Émilie s'accéléra, mais elle força sa voix à rester calme. Moi, mais vous ne me connaissez que depuis quelques semaines. En effet, mais je savais qui vous étiez depuis plus longtemps. La révélation tomba entre eux comme une pierre jetée dans l'eau calme, créant des vagues d'implications troublantes. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Raphaël se leva, marchant jusqu'à la fenêtre qui donnait sur les jardins. Vous souvenez-vous quand vous m'avez demandé comment je savais que vous étiez dans une situation difficile? Comment j'ai su exactement où vous trouver? Vous avez dit que c'était de l'intuition. J'ai menti. Émilie sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Comment le saviez-vous? Parce que j'ai fait enquêter sur vous après avoir découvert ce qui s'était passé à l'université.
Pourquoi? Sa voix sortit plus aiguë qu'elle ne l'aurait voulu. Pourquoi feriez-vous cela? Raphaël se retourna pour lui faire face, et l'expression sur son visage était un mélange de culpabilité et de détermination. Parce que c'est ma famille qui a orchestré votre destruction. Le monde d'Émilie sembla s'incliner sur son propre axe. Elle s'agrippa à la table de la bibliothèque, essayant de traiter les mots qu'elle venait d'entendre. Votre famille? Mon père, plus précisément. Édouard Dumont. Vous le connaissez peut-être sous d'autres noms. Édouard Ravenne, Édouard St. James, Édouard Santini. Il collectionne les identités comme d'autres collectionnent les timbres. Le nom Édouard Dumont ne signifiait rien pour Émilie, mais il y avait quelque chose de familier dans la façon dont Raphaël le prononça, comme s'il portait un poids, qui allait au-delà de la simple relation familiale. Et pourquoi votre père détruirait-il ma carrière? Je ne savais même pas qu'il existait, parce que vous vous approchiez dangereusement d'une vérité qu'il préfère garder enterrée. Quelle vérité? Raphaël hésita, passant sa main dans ses cheveux dans un geste qu'Émilie avait déjà appris à reconnaître comme un signe d'agitation intérieure. Votre thèse de doctorat, la recherche sur le trafic d'œuvres d'art pendant la Seconde Guerre mondiale et ses connexions avec des familles françaises éminentes. Émilie sentit son sang se glacer. Sa thèse avait été un projet ambitieux, retraçant comment des œuvres d'art pillées par les nazis étaient arrivées en France à travers des réseaux de marchands et de collectionneurs. Elle avait identifié plusieurs familles qui possédaient des pièces d'origine douteuse, mais la recherche avait été interrompue lorsque sa vie s'était effondrée. Mon père a intérêt à maintenir certaines connexions historiques dans le passé où elles appartiennent, continua Raphaël. Votre recherche commençait à poser les bonnes questions sur les mauvaises personnes. Y compris votre famille? Surtout ma famille. Émilie s'assit lourdement sur la chaise, essayant d'absorber l'ampleur de la révélation. Alors tout. Ça, vous me trouvez, m'amenez ici, cette maison? C'était réel, l'interrompit Raphaël, revenant près d'elle. Mes sentiments pour vous sont réels. Ce que je ressens quand je suis à vos côtés est réel. Mais oui, initialement, j'ai été envoyé pour vous contrôler. Me contrôler comment? Vous tenir éloigné de la recherche, vous séduire si nécessaire, vous faire oublier ce que vous aviez découvert. Car les mots furent comme des gifles, et Émilie sentit des larmes de colère brûler ses yeux. Et ça a fonctionné, n'est-ce pas? La pathétique professeure tombée en disgrâce et tombée amoureuse de l'homme mystérieux qui est apparu pour la sauver. Non, la voix de Raphaël sortit ferme. Ça n'a pas fonctionné, parce que je suis tombé amoureux de vous avant même de pouvoir accomplir ma mission. Mensonge. Vérité. Il s'agenouilla à côté de sa chaise, la forçant à le regarder dans les yeux. Émilie, je suis venu ici déterminé à vous faire oublier votre recherche, mais plus je passe de temps avec vous, plus je réalise que mon père avait raison d'avoir peur. Vous êtes dangereuse. Pas pour vous-même, mais pour des gens comme... à lui, pour des gens comme moi. Dangereuse comment? Parce que vous voyez la vérité. Parce que vous n'acceptez pas de jolis mensonges en échange de confort. Parce que vous avez le courage de poser les questions que d'autres préfèrent ne pas poser. Émilie détourna le visage, essayant d'organiser ses pensées. Alors votre famille a détruit ma vie pour m'empêcher de découvrir que vous possédez de l'art volé par les nazis? C'est plus compliqué que ça. Beaucoup plus compliqué. Expliquez. Raphaël se leva, marchant à nouveau jusqu'à la fenêtre. Ma famille n'a pas seulement acheté de l'art volé, ils ont aidé à le voler. Pendant la guerre, mon grand-père travaillait comme intermédiaire entre les collectionneurs nazis et les acheteurs sud-américains. Après la guerre, quand les nazis ont commencé à fuir vers l'Amérique du Sud, il les a aidés à liquider leur collection en échange de pourcentages généreux. Mon Dieu, ce n'était que le début. Au fil des décennies, la famille Dumont s'est spécialisée dans le blanchiment d'argent à travers le marché de l'art. Nous achetons et vendons des pièces pour des dictateurs, des cartels, des politiciens corrompus. Quiconque est prêt à payer pour nos services de discrétion. Émilie sentit la nausée monter dans sa gorge. Et vous faites partie. De ça? Je suis né dedans. J'ai été élevé pour en faire partie, mais ces dernières années, il fit une pause, se retournant pour la regarder à nouveau. Ces dernières années, j'ai essayé de trouver une sortie. C'est pour ça que vous êtes ici, vous cachez de votre propre famille? Je suis ici parce que je leur ai volé quelque chose qui peut détruire toute l'opération.
Quoi? Des documents, registres de transactions, photographies, correspondances, tout ce que mon père a collecté au fil des décennies comme assurance contre ses partenaires commerciaux. Émilie l'observa, essayant de déchiffrer s'il disait la vérité ou si c'était juste une autre couche de mensonges soigneusement construits. « Et que comptez-vous faire avec ces documents? Je suis encore en train de décider. Je peux les vendre au plus offrant et disparaître pour toujours. Je peux les remettre aux autorités et regarder ma famille être détruite. Ou je peux les rendre et essayer de négocier ma liberté. Laquelle de ces options vous permettrait de mieux dormir la nuit? » La question le fit sourire pour la première fois depuis le début de la conversation. Vous ne pouvez vraiment pas vous empêcher de poser les questions difficiles, n'est-ce pas? C'est un défaut de caractère. C'est votre meilleure qualité. Ils restèrent silencieux pendant quelques minutes, le poids des révélations planant entre eux comme un nuage d'orage. « Émilie, dit finalement Raphaël, je sais que je n'ai pas le droit de vous demander quoi que ce soit après ce que je viens de vous raconter. Mais j'ai besoin que vous sachiez que tout ce que je ressens pour vous est réel. Chaque moment que nous avons passé ensemble, chaque conversation, chaque regard, que rien de tout cela n'était fin. Comment puis-je en être sûr? Comment puis-je faire confiance à quoi que ce soit que vous dites? Vous ne pouvez pas, et je comprendrais parfaitement si vous décidiez de partir maintenant. » Émilie étudia son visage, cherchant des signes de mensonge. Mais tout ce qu'elle voyait était une vulnérabilité crue, la peur de perdre quelque chose qui était devenu précieux. « Vos documents, dit-elle, où sont-ils? Pourquoi voulez-vous savoir? » « Parce que je peux peut-être vous aider à prendre la bonne décision. » Raphaël secoua la tête. « Je ne vais pas vous impliquer plus que je ne l'ai déjà fait. C'est trop dangereux. Trop tard pour cette préoccupation, non? Votre famille m'a déjà détruite une fois. Que peuvent-ils faire de plus? Vous ne comprenez pas. Ils n'hésiteront pas à vous tuer s'ils découvrent que vous êtes au courant des documents. » Le mot « tuer » resta suspendu dans l'air comme une menace tangible. Pour la première fois, Émilie comprit véritablement le type de monde dans lequel elle s'était impliquée. « Et vous ?» demanda-t-elle. « Ils vous tueraient aussi ?»« Je suis de la famille, mais cela ne me donne qu'une protection limitée. Et seulement tant que je leur suis utile. » Émilie se leva, marchant jusqu'à l'étagère de vieux livres. Elle passa ses doigts sur les dos usés, sentant le poids de l'histoire qu'ils contenaient. Des générations de connaissances, de secrets, de vérités et de mensonges soigneusement préservés. « Ma recherche, dit-elle finalement. Tout ce que j'ai découvert avant d'être détruite, vous y avez accès? Oui. Et ce que j'ai découvert était correct? C'était plus correct que vous ne l'imaginiez. Vous aviez identifié au moins 3 familles impliquées dans le système, y compris la mienne. Quelques semaines de recherche de plus, et vous auriez connecté tous les points. Alors, ils avaient des raisons de m'arrêter. Ils avaient des raisons de faire bien pire que simplement ruiner votre carrière. Le fait qu'ils se soient limités à cela était presque de la générosité. Émilie se retourna pour lui faire face. Pourquoi? Pourquoi n'ont-ils pas fait pire? Parce que j'ai argumenté que vous pourriez être plus utile contrôlée que morte. Je leur ai dit que je pourrais vous séduire, vous faire tomber amoureuse de moi. Utilisez vos sentiments pour vous maintenir sous contrôle. Et ils vous ont cru? Ils m'ont cru parce que je l'avais déjà fait auparavant. La confession fut comme un coup de poing dans l'estomac. D'autres femmes, d'autres personnes qui se sont trop approchées de la vérité, d'autres chercheurs, journalistes, enquêteurs. Ma spécialité a toujours été la séduction et la manipulation. Émilie sentit le monde tourner légèrement. Combien? Est-ce important? Pour moi, oui. Raphaël ferma les yeux un instant. 7 sur 10 ans. Et toutes sont tombées amoureuses de vous? Toutes l'ont cru. Et avec moi? C'est aussi du faux? Non. La réponse sortit comme un cri de douleur. Avec vous, tout a changé. Depuis le premier jour, depuis le premier regard, tout a changé. Je suis venu ici pour vous détruire émotionnellement, et j'ai fini par me détruire dans le processus. Émilie sentit des larmes couler sur son visage, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de colère, de trahison, d'une douleur si profonde qu'elle semblait physique. « Sortez, dit-elle. Émilie, sortez !» Raphaël hésita un moment, comme s'il allait argumenter, mais acquiesça ensuite et se dirigea vers la porte. « Une chose, dit-il,
s'arrêtant sur « le seuil ». Les documents sont dans un coffre à Zurich. Si quelque chose m'arrive, il y a des instructions pour qu'ils vous soient envoyés. Pourquoi? Parce que vous êtes la seule personne en qui j'ai confiance pour faire ce qu'il faut avec eux. Et puis, il sortit, laissant Émilie seule dans la bibliothèque, entourée de livres et des secrets. D'un baron du vin mort depuis des décennies, essayant de traiter le fait qu'elle était tombée amoureuse d'un homme dont la profession était de détruire des gens comme elle. Les jours qui suivirent furent une torture silencieuse. Raphaël disparut de la maison et Émilie se retrouva seule avec le personnel discret et ses propres émotions en tourmente. Une partie d'elle voulait faire ses bagages et partir immédiatement. Retourner à Paris, recommencer encore une fois, oublier que Raphaël Dumont avait existé. Mais une autre partie, celle qui avait toujours été sa ruine et son salut, ne pouvait s'empêcher de penser aux documents à Zurich, à la possibilité d'exposer le réseau qui avait détruit sa vie, à la chance de faire justice non seulement pour elle-même, mais pour toutes les autres victimes de la famille Dumont. C'est durant une de ces nuits d'insomnie qu'elle entendit le bruit. Des pas à l'étage inférieur, bien trop tard pour être un membre du personnel. Émilie se leva du lit, enfila un peignoir et descendit silencieusement les escaliers. La lumière du bureau de Raphaël était allumée et elle put entendre des voix basses mais tendues. Elle s'approcha prudemment, restant dans l'ombre du couloir. « Ça ne peut pas continuer comme ça, Raphaël. Papa perd patience. » La voix était féminine, jeune, avec un accent qui mélangeait français et espagnol. Émilie risqua un coup. D'œil par l'entrebâillement de la porte, et vit une femme d'environ 25 ans, aux cheveux sombres, élégamment vêtue, qui ressemblait extraordinairement à Raphaël. « Lucie !» La voix de Raphaël semblait fatiguée. « J'ai dit que j'avais besoin de plus de temps. Du temps pourquoi? Pour tomber vraiment amoureux de la fille? Pour oublier complètement pourquoi tu es ici? Pour décider quel est le bon chemin. Le bon chemin est celui qui a toujours été protéger la famille. Toujours. Et si la famille ne mérite pas d'être protégée? » Lucie rit, mais ce fut un son sans humour. « Depuis quand est-ce que ça compte? Nous sommes nés dans cette famille, nous vivons de cette famille. Nous mourrons pour cette famille. Nous n'avons pas le luxe de nous demander si nous le méritons ou non. Peut-être que toi non, moi j'en ai assez de vivre comme ça. À cause d'elle, à cause de beaucoup de choses, elle n'a été que le déclencheur. » Émilie retint sa respiration, essayant d'absorber chaque mot de la conversation. « Raphaël, tu sais ce que papa fera s'il découvre que tu es vraiment amoureux d'elle. Ce n'est pas seulement ta carrière dans la famille qui sera en danger. Je sais. Et elle? C'est elle que sa vie dépend de ta capacité à garder tes émotions sous contrôle? Elle n'a rien à voir avec ça. Elle a tout à voir avec ça. Elle est la cible, tu te souviens? Elle est la raison pour laquelle nous sommes tous ici dans cette situation impossible. » Raphaël resta silencieux pendant un long moment. « Que veut papa que je fasse? » « Termine le travail. Séduis-la complètement. Fais-la tomber amoureuse au point qu'elle fasse tout ce que tu demandes, puis convainc-la de signer un accord de confidentialité en échange d'une somme généreuse. Elle ne parlera plus jamais de sa recherche, et nous pourrons tous continuer nos vies. Et si elle refuse, alors ce ne sera plus ton problème. » La menace implicite fit glacer le sang d'Émilie. Elle recula lentement, essayant de retourner à sa chambre sans faire de bruit, mais elle heurta un meuble qui grinça doucement. Les voix dans le bureau cessèrent immédiatement. « Qu'est-ce que c'était ?» chuchota Lucie. Émilie entendit des pas s'approcher et courut silencieusement vers les escaliers, montant aussi vite qu'elle put sans faire de bruit. Elle réussit à atteindre sa chambre et à fermer la porte juste au moment où elle entendit Raphaël arriver dans le couloir du 2e étage. Elle s'allongea sur le lit, feignant de dormir, le cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre à travers la porte. Elle entendit les pas s'arrêter devant sa chambre, la poignée tourner lentement, la porte s'ouvrir légèrement. Raphaël resta là pendant quelques minutes qui semblèrent des heures. Puis, finalement, il ferma la porte et s'éloigna. Émilie attendit jusqu'à être certaine qu'il était parti pour se lever à nouveau. Elle marcha jusqu'à la fenêtre et observa une voiture noire disparaître sur la route sinueuse qui menait à la ville. Lucie était partie, mais ces mots continuaient de résonner dans l'esprit d'Émilie. « Termine le travail, séduis-la complètement. Alors ce ne sera plus ton problème. » Pour la première fois depuis son arrivée au manoir Mercier,
Émilie comprit qu'elle n'avait pas seulement son cœur en jeu, sa vie était en danger, et l'homme, dont elle était tombée amoureuse, était à la fois son salut et sa perte. Le lendemain matin, Raphaël revint comme si rien ne s'était passé. Il trouva Émilie dans le jardin, où elle feignait de lire un livre sur l'art colonial français, tout en essayant de décider quoi faire des informations qu'elle avait découvertes. « Bonjour, dit-il, la voix soigneusement désinvolte. « Bonjour. Bien dormi ?» Émilie leva les yeux du livre, étudiant son visage. Il y avait des cercles sombres sous ses yeux, signe d'une nuit mal dormie. « Parfaitement, mentit-elle. Et vous ? Aussi. » Ils s'observèrent un moment, sachant tous les deux que l'autre mentait, aucun des deux n'étant disposé à l'admettre. « Raphaël, dit finalement Émilie, je dois prendre une décision. » « Quel genre de décision? Si je reste ou si je pars ?» Elle vit quelque chose passer sur son visage, de la peur peut-être, ou du soulagement. Impossible de dire lequel. « Et qu'est-ce qui fait pencher votre décision d'un côté ou de l'autre? »« La confiance, répondit-elle, ou son absence. » Raphaël s'assit sur le banc à côté d'elle, maintenant une distance prudente. « Puis-je regagner votre confiance? Vous pouvez essayer. » « Comment ?» Émilie ferma le livre, se tournant pour lui faire complètement face. « Dites-moi où sont les documents, tous, et laissez-moi les voir. » Émilie. « Vous avez dit que vous me faisiez confiance pour faire ce qu'il faut avec eux. Prouvez-le. » Raphaël resta silencieux pendant longtemps, livrant clairement une bataille intérieure. Finalement, il soupira profondément. « Il y a un coffre ici, dans la maison, dans le sous-sol, j'ai des copies de tout. Montrez-moi. Si je vous montre, il n'y aura pas de retour en arrière. Vous deviendrez officiellement une cible pour ma famille. Je suis déjà une cible pour votre famille. La différence, c'est que maintenant je le sais. » Raphaël l'étudia un moment, fait de plus puis acquiesça lentement. « Très bien, mais Émilie, après avoir vu ces documents, votre vie ne sera plus jamais la même. Ma vie n'est déjà plus la même, depuis le jour où vous êtes apparu devant moi. » Il sourit tristement. « Nous savons tous les deux que je ne suis pas apparu devant vous par hasard. » Non. Mais peut-être que ce que nous ressentons l'un pour l'autre n'a été planifié par personne, pas même par vous. Raphaël tendit la main, et après un moment d'hésitation, Émilie la prit. « Venez, dit-il, je vais vous montrer exactement à quoi nous avons affaire. » Tandis qu'il retournait vers la maison, Émilie ne put s'empêcher de sentir qu'elle était sur le point de franchir une ligne sans retour. Mais pour la première fois depuis des mois, elle avait l'impression de reprendre un certain contrôle sur sa propre vie, même si cela signifiait plonger tête première dans le monde dangereux et sombre de la famille Dumont. Le sous-sol du 318 manoir Mercier n'était pas ce qu'Émilie attendait. Au lieu de l'espace moisi et sombre qu'elle avait imaginé, elle trouva un environnement climatisé, avec des étagères en bois noble où reposaient des bouteilles de vin centenaire comme des trésors endormis. Raphaël la guida à travers des couloirs éclairés par des lumières douces, jusqu'à ce qu'ils atteignent un mur qui, à première vue, semblait solide. Il appuya sur une séquence de briques dans un ordre spécifique, et une partie du mur glissa silencieusement, révélant une salle secrète. L'intérieur était moderne, presque futuriste, ordinateur de dernière génération, archives organisées dans des tiroirs d'acier, et au centre, un coffre imposant qui semblait sortir d'un film d'espionnage. « Impressionnant », murmura Émilie, observant le contraste entre l'élégance ancienne de la maison et la technologie avancée cachée dans ses entrailles. « Le baron Mercier n'était pas le seul à avoir des secrets, » dit Raphaël, s'approchant du coffre. « Ma famille utilise cette maison comme cachette depuis des décennies. Quand je l'ai officiellement achetée, j'ai simplement légitimé quelque chose qui se passait déjà officieusement. » « Vous avez acheté cette maison ? Avec de l'argent ? » « Sale ? Comme tout ce que ma famille possède. » Il tapa une combinaison sur le coffre et la lourde porte s'ouvrit avec un léger sifflement hydraulique. Chaque brique de cette propriété a été payée avec la souffrance de quelqu'un. L'intérieur du coffre était organisé avec une précision militaire. Dossiers étiquetés, disques durs, photographies, vieux documents conservés sous plastique. Raphaël prit plusieurs dossiers et les apporta à une table au centre de la pièce. « Par où voulez-vous commencer ?» demanda-t-il, la voix tendue. « Par le début. Comment tout a commencé ?» Raphaël ouvrit le premier dossier, révélant des photographies en noir et blanc d'hommes en uniforme nazi,
aux côtés de Français élégamment vêtus. Mon arrière-grand-père, Auguste Dumont, 1943, il était officiellement en train d'exporter du vin vers l'Europe. En réalité, il facilitait la vente d'œuvres d'art volées à des familles juives. Émilie étudia les photographies, sentant un frisson parcourir son échine. Il savait d'où venaient les pièces. Non seulement il le savait, mais il a aidé à les choisir. Il avait un catalogue complet des collections privées qui étaient confisquées. Il choisissait les pièces les plus précieuses pour ses propres clients européens. La photographie suivante montrait un navire dans le port de Marseille avec des caisses déchargées sous supervision militaire. Décembre 1944, l'une des dernières expéditions avant la fin de la guerre. 450 œuvres d'art, dont 3 Picasso, un Van Gogh et une sculpture de Rodin. Et après la guerre, Raphaël tourna la page, révélant des documents plus récents. Après la guerre, l'entreprise a évolué. Mon grand-père, puis mon père, ont étendu au blanchiment d'argent en général. Dictateurs européens, cartels de drogue, politiciens corrompus, quiconque avait besoin de transformer de l'argent sale en art légitime. Émilie prit l'un des documents, une lettre datée de 1975. Opération Condor? Mon père a aidé à blanchir l'argent des dictatures militaires sud-américaines. L'art était la méthode parfaite, facile à transporter, difficile à tracer, toujours valorisée. Raphaël pointa une liste de noms. Vous connaissez certains d'entre eux? Émilie lut les noms et sentit son sang se glacer. C'étaient des politiciens français éminents, des hommes d'affaires célèbres, des familles qui étaient encore aujourd'hui respectées dans la société. Tous, et ce n'est qu'une fraction de la liste complète. Ils passèrent les 2 heures suivantes à examiner document après document. Chaque dossier révélait une nouvelle couche de corruption, un nouveau réseau de complicité qui s'étendait sur des décennies et traversait les frontières. Émilie vit des registres de transactions impliquant de l'art nazi jusqu'à des pièces volées dans des musées français, des statuettes précolombiennes pillées jusqu'à des manuscrits médiévaux qui avaient disparu de bibliothèques européennes. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, fermant un dossier particulièrement troublant qui documentait la vente d'art volé pendant le génocide au Rwanda. « Comment dormez-vous la nuit ?»« La plupart d'entre nous ne dorment pas, répondit Raphaël, la voix chargée d'amertume, ou apprennent à ne pas poser de questions. Et vous? Quand avez-vous commencé à poser des questions ?» Raphaël s'adossa à sa chaise, passant ses mains sur son visage. « Il y a 5 ans, quand j'ai découvert que ma sœur jumelle avait essayé de quitter la famille. »« Lucie ?»« Non, Lucie est ma sœur cadette. Je parle d'Isabelle, ma jumelle. » Émilie fronça les sourcils. « Vous n'avez jamais mentionné une jumelle, parce qu'officiellement elle est morte dans un accident de voiture en 2019. Officiellement. » Raphaël ouvrit un autre dossier, celui-ci clairement plus personnel. Des photographies d'une femme qui lui ressemblait presque identiquement, seulement avec des traits plus doux, plus féminins. Isabelle a toujours été la rebelle de la famille. Elle remettait tout en question, refusait de participer aux affaires, menaçait d'exposer l'opération. Que lui est-il arrivé? Mon père a décidé qu'elle était un risque inacceptable pour la famille, alors il a simulé sa mort et la maintient en captivité depuis. La révélation frappa Émilie comme un coup de poing dans l'estomac. Elle est vivante. Elle l'est, dans une clinique de réhabilitation privée en Suisse, officiellement traitée pour toxicomanie, en réalité maintenue sédatée et isolée pour garantir son silence. Et vous avez permis cela? J'ai aidé à le faire. La confession sortit comme un gémissement de douleur. J'ai cru que c'était pour la protéger. Mon père m'a convaincu que c'était la seule alternative à la mort réelle. Émilie se leva brusquement, ayant besoin de s'éloigner de la table et de toutes ces preuves d'horreur. C'est pour ça que vous voulez détruire votre famille. C'est pour ça que je dois détruire ma famille. Isabelle n'est pas la seule victime. Il y a d'autres personnes maintenues en silence par chantage, menace, ou pire. Comme moi. Comme vous. Émilie marcha jusqu'au mur opposé, essayant de traiter tout ce qu'elle avait vu et entendu. L'ampleur de la corruption était stupéfiante, mais ce qui la perturbait le plus était la participation active de Raphaël à tout cela. Combien de personnes avez-vous séduites et manipulées au fil des ans? J'ai déjà répondu à cette question. Non, vous m'avez dit combien de femmes,
Mais combien de personnes au total? Raphaël resta silencieux un long moment. Des dizaines, hommes, femmes, jeunes, vieux. Quiconque mon père considérait comme une menace. Et après? Que leur arrivait-il après que vous ayez terminé le travail? Certains signaient des accords de confidentialité et disparaissaient avec une somme généreuse. D'autres n'ont pas eu autant de chance. Définissez n'ont pas eu autant de chance. Émilie. Définissez. Certains sont morts dans des accidents. D'autres ont simplement disparu. Certains ont été internés dans des institutions psychiatriques après des crises nerveuses opportunément chronométrées. Émilie sentit la nausée monter dans sa gorge. Et vous avez participé à tout cela. J'ai participé à tout cela, en sachant que des personnes innocentes étaient tuées ou détruites. En le sachant, l'honnêteté brutale était presque pire que ne l'auraient été les mensonges. Émilie se retourna pour lui faire face, essayant de réconcilier l'homme dont elle était tombée amoureuse avec le monstre qu'il révélait être. Pourquoi me racontez-vous cela? Pourquoi ne continuez-vous pas à mentir? Parce que vous méritez de connaître la vérité avant de décider si vous voulez rester avec moi. Rester avec vous? Émilie rit, mais ce fut un son sans humour. Vous pensez vraiment qu'il peut y avoir un « rester avec vous » après tout ça? J'espère qu'il y en a un. Basé sur quoi? Raphaël se leva, s'approchant avec précaution. Basé sur le fait que vous êtes la première personne qui me donne envie d'être différent de ce que j'ai toujours été. Basé sur le fait que pour la première fois de ma vie, je préfère dire la vérité plutôt que construire un joli mensonge. Ce n'est pas suffisant. Je sais, mais c'est un début. Émilie l'observa s'approcher, luttant contre l'attraction magnétique qu'elle ressentait encore pour lui, malgré tout ce qu'elle avait découvert. « Raphaël, je t'aime, » dit-il simplement. « Je sais que je n'ai pas le droit de dire cela. Je sais que c'est probablement la chose la plus égoïste que je puisse faire en ce moment. Mais je t'aime, et pour la première fois de ma vie, ce sentiment, toi est réel. Comment puis-je te croire? Comment puis-je croire quoi que ce soit que tu dis? Parce que je vais le prouver. » Il s'arrêta à quelques centimètres d'elle, sans la toucher, mais assez près pour qu'elle puisse sentir la chaleur de son corps. « Je vais utiliser ces documents pour détruire ma famille. Je vais tout exposer, même en sachant qu'ils me tueront probablement pour cela. Et Isabelle, ta sœur? Je vais la libérer, même si cela signifie ne plus jamais avoir une vie normale. Pour moi? Pour toi, pour elle, pour toutes les personnes que ma famille a détruites au fil des ans. » Il leva la main, touchant presque son visage, mais s'arrêtant au dernier moment. « Et parce que je ne peux plus vivre avec moi-même en sachant tout cela. » Émilie ferma les yeux, sentant des larmes couler sur son visage. Une partie d'elle voulait croire, voulait se jeter dans ses bras et prétendre que l'amour pouvait effacer toutes les atrocités qu'il avait commises. Mais la partie rationnelle, celle qui avait survécu à la destruction de sa carrière et à la reconstruction de sa vie, savait que ce n'était pas si simple. « J'ai besoin de temps, » dit-elle finalement. « Combien de temps? Je ne sais pas. Le temps de digérer tout ça. Le temps de décider si je peux à nouveau te faire confiance. Le temps de découvrir si ce que je ressens pour toi est réel ou simplement le syndrome de Stockholm. » Raphaël acquiesça, reculant, d'un demi-pas. « Je comprends. Et j'ai besoin de sortir d'ici. Pour aller où? Je ne sais pas. Peut-être Paris, peut-être ailleurs. Mais je ne peux pas rester ici pendant que je prends cette décision. C'est dangereux. Si ma famille découvre que vous avez vu ces documents, alors vous devrez vous assurer qu'ils ne le découvrent pas. » Ils s'observèrent un long moment, le poids de toutes les révélations planant entre eux comme un nuage d'orage. « Émilie, » dit finalement Raphaël, « si vous partez, je comprendrai. Mais avant, il y a autre chose que je dois vous montrer. » « Quoi ?» Il retourna au coffre et en sortit un dossier plus petit, clairement plus récent que les autres. « Votre recherche, tout entière. » Émilie prit le dossier, l'ouvrant d'une main tremblante. À l'intérieur se trouvaient des copies de tous ces fichiers, notes, brouillons de la thèse qu'elle n'avait jamais terminée. Mais il y avait aussi du nouveau matériel, des documents qu'elle n'avait jamais vus, des connexions qu'elle n'avait jamais faites, des preuves qui auraient rendu sa recherche dévastatrice. Comment? J'ai passé les 6 derniers mois à compléter votre recherche, en utilisant les ressources de ma famille contre eux-mêmes.
Tout ce que vous soupçonniez était correct, et il y avait beaucoup plus que vous n'aviez pas encore découvert. Émilie feuilleta les documents, ressentant un mélange de fascination et d'horreur. C'était tout ce qu'elle avait rêvé de trouver, mais le coût pour l'obtenir avait été plus élevé qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Pourquoi avez-vous fait cela? Parce que votre recherche était importante, parce que les vérités que vous essayez d'exposer doivent être connues, et parce que, il hésita, parce que je voulais honorer la femme dont je suis tombé amoureux, même en sachant que je la perdrais probablement dans le processus. Émilie ferma le dossier, le serrant contre sa poitrine comme s'il s'agissait d'un trésor. À bien des égards, c'était exactement ça. « Raphaël, dit-elle, la voix plus douce qu'elle ne l'avait été depuis des heures, que prévoyez-vous de faire avec tous ces documents? Ça dépend de vous. Comment ça? Si vous partez, si vous décidez que vous ne pouvez pas me pardonner, je remettrai tout aux autorités, journalistes, police nationale, magistrats. Je laisserai d'autres décider comment utiliser ces informations. Et si je reste, si vous restez, nous travaillerons ensemble. Nous utiliserons votre expertise académique et mes informations d'initié pour tout exposer de la manière la plus efficace possible. Et après? Après, nous fuirons, loin, où ma famille ne pourra pas nous trouver. Nous commencerons une nouvelle vie avec de nouvelles identités, loin de tout ça. La proposition était à la fois tentante et terrifiante. Émilie imagina une vie avec Raphaël loin de toute cette corruption et cette violence, mais elle savait aussi que ce serait une vie construite sur les ruines de tout ce qu'ils avaient été auparavant. « Je dois monter, dit-elle finalement. J'ai besoin d'air frais et de temps pour réfléchir. » Bien sûr. Raphaël commença à ranger les documents, mais Émilie posa sa main sur la sienne, l'arrêtant. « Laissez tout comme c'est, dit-elle. Je veux regarder d'autres choses plus tard. Vous êtes sûr? Oui. Si je vais prendre une décision qui va changer ma vie pour toujours, je veux avoir toutes les informations possibles. » Ils montèrent en silence, chacun perdu dans ses propres pensées. Le contraste entre l'environnement high-tech du sous-sol et l'élégance classique de la maison principale semblait symboliser la dualité de tout ce qu'Émilie avait découvert sur Raphaël. Dans la cuisine, Raphaël prépara du café, pendant qu'Émilie s'asseyait à la table, traitant encore tout ce qu'elle avait vu. La normalité domestique du moment créait un contraste surréaliste avec les révélations dévastatrices des dernières heures. « Puis-je poser une question ?» dit Émilie, acceptant la tasse qu'il lui offrait. « N'importe quoi. Des 7 femmes que vous avez séduites avant. Est-ce que l'une d'elles a découvert la vérité ?» Raphaël s'assit en face d'elle, considérant soigneusement la question. 2 l'ont découverte, partiellement. Que leur est-il arrivé? L'une a accepté un accord de silence. Elle a reçu suffisamment d'argent pour disparaître et n'a jamais été revue. L'autre a refusé de rester silencieuse. Elle a menacé de tout exposer. Émilie sentit son cœur s'accélérer. Et elle a eu un accident 2 semaines plus tard. Le sang d'Émilie se glaça. « Vous l'avez tuée ?»« Pas directement. Mais c'est ma faute si elle est morte. »« Comment ? Parce que je l'aimais. Ou pensais l'aimer. Et quand elle a découvert... La vérité, je n'ai pas pu la convaincre de se taire. Ma famille a réalisé que je m'étais engagé émotionnellement, que je ne pourrais pas finir le travail. Alors ils l'ont terminé pour moi. » Émilie posa la tasse sur la table d'une main, tremblante. Comment s'appelait-elle? Anne-Caroline. Elle était journaliste d'investigation. Elle enquêtait sur les liens entre l'art volé et le blanchiment d'argent en France. Et vous êtes tombé amoureux d'elle. Je pensais être tombé amoureux. Mais maintenant, je sais que ce n'était pas de l'amour véritable. C'était de l'obsession, de la possessivité, le désir de posséder quelqu'un qui me défiait. Quelle est la différence entre ce que vous ressentiez pour elle et ce que vous ressentez pour moi? Raphaël l'observa un long moment, comme s'il essayait de trouver les mots justes. Avec Anne-Caroline, je voulais la changer. Je voulais qu'elle arrête de poser des questions, qu'elle accepte les mensonges que j'offrais, qu'elle se contente d'être simplement à moi. Avec vous, il fit une pause. Avec vous, je veux changer. Je veux devenir quelqu'un digne de votre amour, même en sachant qu'il est peut-être trop tard. Et si c'est trop tard? Alors au moins je mourrai en sachant que j'ai fait la bonne, chose au moins une fois dans ma vie. Ils burent leur café en silence,
chacun perdu dans ses propres pensées. Dehors, le soleil commençait à se coucher derrière les montagnes, peignant le ciel de teintes orange et rose qui contrastaient avec l'obscurité qui s'était installée entre eux. « Raphaël, dit finalement Émilie, si je décide de partir, remettrez-vous vraiment les documents aux autorités? Oui, même en sachant que cela signifie votre mort. Surtout en le sachant. Pourquoi? Parce que si je ne peux pas vous avoir, au moins je peux faire en sorte que ma vie ait signifié quelque chose. Je peux faire en sorte que toutes les personnes que ma famille a détruites obtiennent justice. » Émilie se leva, marchant jusqu'à la fenêtre qui donnait sur les jardins. « Et Isabelle, comment comptez-vous la libérer? » « Je travaille encore sur les détails, mais j'ai des contacts en Suisse, des personnes qui me doivent des faveurs. Je peux la faire sortir. Et après, elle sera libre de faire ses propres choix. Témoigner contre la famille, disparaître, commencer une nouvelle vie, ce qu'elle voudra. » Émilie se retourna pour lui faire face. « Et si elle ne veut pas être libérée? Si elle est tellement brisée parce que votre famille a fait qu'elle préfère rester où elle est? » La question frappa clairement Raphaël comme un coup de poignard. « Alors je respecterai son choix. Mais au moins elle aura un choix. Comme j'ai maintenant. Comme vous avez maintenant. » Ils s'observèrent à travers la cuisine éclairée par la lumière dorée du crépuscule, le poids des possibilités non dites remplissant l'espace entre eux. « J'ai besoin de sortir, dit brusquement Émilie. J'ai besoin de marcher, de penser, de sentir l'air frais. Voulez-vous que je vienne? Non. J'ai besoin d'être seul un moment. » Raphaël acquiesça, mais elle put voir l'inquiétude dans ses yeux. « Ne vous éloignez pas trop de la maison. Et si vous voyez quoi que ce soit d'étrange, n'importe qui ne devrait pas être ici. Je sais, je reviens dans 1 heure. » Émilie prit un manteau et sortit dans les jardins, respirant profondément l'air pur des montagnes. Elle marcha sans but sur les chemins soigneusement aménagés, passant devant des fontaines ornementales et des parterres de fleurs qui semblaient appartenir à un monde beaucoup plus simple que celui dans lequel elle s'était retrouvée. Quand elle atteignit la limite de la propriété, où une basse clôture de pierre séparait les jardins de la forêt sauvage, elle s'assit et essaya d'organiser ses pensées. Ces derniers jours, sa vie s'était transformée en quelque chose qu'elle ne reconnaissait pas. La femme qui était arrivée à Chamonix à la recherche d'un nouveau départ était devenue quelqu'un qui possédait des informations pouvant détruire l'un des réseaux de corruption les plus anciens et les plus puissants du pays. Et elle était amoureuse d'un homme qui avait consacré sa vie à détruire des personnes comme elle. Le bruit de pas sur l'herbe la fit se retourner. Raphaël s'approchait lentement, les mains dans les poches, l'expression prudente. « Je pensais que vous aviez dit vouloir être seule, » dit-elle, mais sans irritation dans la voix. « Je n'ai pas pu. Chaque fois que vous sortez de ma vue, j'ai peur que ce soit la dernière fois que je vous vois. À cause de votre famille, à cause de tout. Ma famille, mon passé, mes choix. Vous avez toutes les raisons du monde de fuir loin de moi. » Émilie tapota l'espace à côté d'elle sur le muret de pierre. Après un moment d'hésitation, Raphaël s'assit. « Raphaël, dit-elle, observant les premières étoiles commencer à apparaître dans le ciel assombri. Si nous étions des personnes normales, dans des circonstances normales, pensez-vous que nous aurions une chance? Des personnes normales, dans des circonstances normales, ne se rencontrent pas comme nous nous sommes rencontrés. » Ce n'est pas une réponse. Raphaël soupira. « Oui, je pense que nous aurions une chance. Je pense que vous êtes la personne la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée, et je pense que je pourrais passer le reste de ma vie à essayer de mériter votre amour. Mais nous ne sommes pas des personnes normales, dans des circonstances normales. Non. Nous sommes 2 personnes blessées essayant de trouver un chemin au milieu de l'obscurité. » Ils restèrent silencieux quelques minutes, observant les lumières de la ville scintiller dans la vallée en contrebas. « Émilie, » dit finalement Raphaël, « il y a quelque chose que je dois vous dire, quelque chose que j'ai découvert aujourd'hui. » Le ton de sa voix fit se contracter son estomac. « Quoi? Ma famille sait où vous êtes. » Le monde sembla s'arrêter. « Comment? » « Lucie. Hier soir, quand elle est venue ici, elle a apporté les ordres de mon père. » « Quel genre d'ordre? » « De terminer la mission d'une manière ou d'une autre. » Émilie se leva brusquement, le cœur battant. « Ils vont me tuer. Je ne laisserai pas cela arriver. » « Comment allez-vous l'empêcher? Vous avez vous-même dit qu'il n'hésite pas à éliminer les personnes qui représentent une menace. »
Raphaël se leva aussi, prenant ses mains. « Parce que je vais partir d'ici avec vous, ce soir, maintenant. » « Pour aller où ? » ?»« Loin. L'Europe peut-être, ou les États-Unis. Des endroits où j'ai des contacts qui peuvent nous aider à disparaître. » Émilie le regarda, essayant de lire ses intentions. « Et les documents ? Nous les emporterons, nous les utiliserons comme monnaie d'échange si nécessaire, ou comme preuve si nous décidons de tout. » Exposé. « Raphaël, si nous fuyons ensemble ce soir, il n'y aura pas de retour possible. Votre famille ne cessera jamais de nous chercher. Je sais. Et vous êtes prêt à renoncer à tout, votre identité, votre vie, votre famille, pour... Moi, j'ai déjà renoncé à tout pour vous, depuis le moment où j'ai décidé de vous dire la vérité. » Émilie étudia son visage dans la faible lumière des étoiles, cherchant des signes de mensonge ou de manipulation. Mais tout ce qu'elle voyait était de la détermination et quelque chose qu'elle osait presque appeler de l'amour véritable. « Et si je dis non ? Et si je décide d'affronter votre famille seule, alors je mourrai en essayant de vous protéger. C'est très dramatique. C'est très réel. » Émilie respira profondément, sentant qu'elle était sur le point de prendre la décision la plus importante de sa vie. Elle pouvait retourner à la vie qu'elle avait connue, accepter que certaines vérités ne seraient jamais exposées, essayer de reconstruire sa carrière loin de Raphaël et de sa dangereuse famille. Ou elle pouvait sauter dans l'abîme avec qu'un homme qui avait détruit sa vie avant de la sauver, en croyant que l'amour pouvait être plus fort que tous les mensonges et trahisons qui les avaient amenés jusque-là. « Si nous partons, dit-elle finalement, je veux d'abord passer par la Suisse. Pourquoi faire ? Pour libérer Isabelle. Si nous allons détruire votre famille, elle mérite d'avoir la chance de nous aider. » Raphaël sourit pour la première fois depuis des heures, et cette fois le sourire atteignit ses yeux. « Cela signifie que vous venez avec moi ? Cela signifie que je ne peux pas vous laisser faire ça seul, même si c'est probablement la décision la plus stupide de ma vie. Probablement. Certainement. » Il se pencha et l'embrassa, doucement et avec précaution, comme si elle était faite de cristal. Quand ils se séparèrent, Émilie put voir des larmes briller dans ses yeux. « Merci, » murmura-t-il. « Pourquoi ? » ?»« Pour me donner une chance. D'être meilleur que je ne l'ai toujours été. Ne me remerciez pas encore. Nous pouvons encore mourir en essayant. Au moins nous mourrons ensemble. » Ils retournèrent à la maison main dans la main, sachant tous deux que les prochaines heures détermineraient s'ils auraient un avenir ensemble ou si ce serait leur dernière nuit de vie. En cette dernière, nuit au manoir Mercier, alors qu'ils empaquetaient les documents qui pourraient changer l'histoire du pays, Émilie comprit enfin qu'elle était tombée amoureuse, non pas de l'homme que Raphaël avait prétendu être, mais de l'homme qu'il essayait de devenir. Et peut-être que parfois c'était suffisant. La fuite eut lieu au milieu de la nuit, quand le monde dormait encore, et seules les étoiles étaient témoins de leur départ. Raphaël avait tout planifié, qu'avec une précision militaire, routes alternatives, faux documents, contacts en Europe qui ne poseraient pas de questions. Ils quittèrent le manoir Mercier comme des fantômes, n'emportant qu'une petite valise et 2 dossiers de documents qui pourraient changer le destin de dizaines de familles puissantes. Le vol pour Zurich fut tendu et silencieux. Émilie observait, Raphaël feuilletait nerveusement les papiers contenant les informations sur la localisation d'Isabelle, tandis qu'elle-même essayait d'ignorer la nausée qui avait commencé la veille. Elle l'attribua au stress et à l'altitude, mais une partie inquiète de son esprit commençait à former des soupçons qu'elle n'était pas encore prête à affronter. « La clinique est dans les Alpes », murmura Raphaël, lui montrant une photographie aérienne d'un complexe élégant niché entre des pics enneigés. Officiellement, c'est un centre de réhabilitation pour les addictions des personnes riches. En réalité, c'est une prison dorée pour ceux qui en savent trop. Combien de personnes votre famille y maintient-elle? Je ne sais pas exactement. Au moins 5 que je connais, y compris Isabelle. Peut-être plus. Émilie étudia la photographie, remarquant les hautes clôtures discrètement camouflées par le paysage, les tours d'observation déguisées en belvédère touristique. Comment allons-nous la sortir de là? J'ai un contact à l'intérieur. De la clinique. Dr Henri Müller. Il doit des faveurs à mon père, mais il déteste aussi ce qu'il est obligé de faire. Raphaël rangea les papiers, s'adossant à son siège. Il aidera si le prix est juste. Quel genre de prix? Des preuves. Contre mon père qui le dégage de toute culpabilité future. Une façon pour lui de se protéger
quand tout éclatera au grand jour. Le taxi qui les attendait à l'aéroport de Zurich était conduit par un homme silencieux qui connaissait manifestement Raphaël. Ils montèrent par les routes sinueuses des Alpes, tandis que le soleil se couchait, peignant les sommets enneigés, de tons roses et or qui contrastaient brutalement avec la mission sombre qui les amenait là. La clinique Bergos ressemblait à un complexe de luxe avec son architecture moderne intégrée au paysage alpin. Seuls des yeux entraînés pourraient remarquer les détails qui la révélaient comme quelque chose de très différent. Les fenêtres qui ne s'ouvraient pas complètement, les jardins sans outils de jardinage, le personnel qui se déplaçait avec la discipline de garde militaire. Dr Müller les reçut dans son bureau privé, un homme d'âge moyen, aux yeux fatigués et aux mains légèrement tremblantes. Il parlait français avec un fort accent allemand, résultat d'années de travail pour des clients français. « Monsieur Dumont, dit-il, évitant de regarder directement Raphaël, je ne m'attendais pas à vous voir ici. Je suis venu chercher ma sœur. C'est impossible. Les ordres étaient très clairs. Les ordres ont changé. » Raphaël posa un dossier sur la table. « Dans ce dossier se trouvent des documents qui prouvent que vous avez été forcé de participer à cette opération contre votre volonté, que mon père vous a fait chanter en utilisant des informations sur vos propres indiscrétions financières. » Müller ouvrit le dossier d'une main tremblante, lisant rapidement. Son visage pâlit progressivement. « Comment avez-vous obtenu cela ? Mon père n'a jamais fait entièrement confiance à personne, pas même à vous. Il gardait des preuves contre tous ses associés comme assurance. » Raphaël se pencha en avant. « Ces documents vous innocentent, docteur Müller, mais seulement si vous nous aidez. Et si je refuse? Alors ces documents disparaissent, et quand tout éclatera, vous serez considéré comme un conspirateur volontaire. » Müller ferma les yeux, vaincu. « Quel genre d'aide vous faut-il? » Accès à Isabelle, un moyen de la sortir d'ici sans déclencher d'alarme, et des informations sur son état actuel. Son état, Müller hésita. « Monsieur Dumont, il y a des choses sur votre sœur que vous ne savez peut-être pas. » « Quelles choses? Elle n'est pas maintenue sous sédation, comme vous l'imaginez. En fait, elle est l'une de nos patientes les plus actives. » Raphaël fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire par là? Venez avec moi, ce sera plus facile à montrer qu'à expliquer. » Ils suivirent Mahler à travers des couloirs élégamment décorés, passant devant des salles de thérapie et des jardins intérieurs qui semblaient appartenir à un spa de luxe. Mais Émilie remarqua les caméras discrètes, les portes qui ne s'ouvraient qu'avec des cartes d'accès, le personnel qui observait chaque mouvement des patients. Ils s'arrêtèrent devant une porte vitrée qui donnait sur un jardin intérieur. De l'autre côté, une femme aux cheveux sombres était assise sur un banc lisant un livre. Elle ressemblait presque trait pour trait à Raphaël, mais il y avait quelque chose dans sa posture, dans ses mouvements, qui suggérait une énergie contenue, dangereuse. « Isabelle, » murmura Raphaël. « Elle est arrivée ici il y a 5 ans complètement brisée, » dit Müller. « Traumatisée, suicidaire, incapable de former des pensées cohérentes. Mais ces 2 dernières années, elle a changé. Elle a commencé à poser des questions, à observer des schémas, à cartographier mentalement toute l'opération de la clinique. Nous croyons qu'elle planifie une évasion depuis des mois. » Émilie observa la femme de l'autre côté de la vitre. Isabelle leva les yeux de son livre un instant, et Émilie eut l'étrange sensation qu'elle savait qu'elle était observée. « Peut-elle nous voir ?» demanda-t-elle. « La vitre est réfléchissante de ce côté, » répondit Müller. Mais Isabelle a toujours eu une perception inhabituelle de quand elle était observée. Comme pour confirmer ses paroles, Isabelle sourit légèrement et fit un signe dans leur direction, puis retourna à son livre comme si rien ne s'était passé. « Mon Dieu !» murmura Raphaël. « Elle sait. Elle sait tout. Sur les autres patients, sur les véritables raisons pour lesquelles ils sont ici, sur les connexions entre la clinique et diverses familles puissantes. » Müller baissa la voix. « Monsieur Dumont, votre sœur n'est plus la jeune femme fragile que vous connaissiez. Elle est devenue quelque chose de beaucoup plus dangereux. » Dangereux comment? Intelligente, calculatrice, déterminée, et avec 5 ans de colère accumulée. Ils furent conduits dans une salle de visite privée, où Müller amena Isabelle quelques minutes plus tard. La réunion entre le frère et la sœur fut électrisante. Pas la rencontre émotionnelle à laquelle Émilie s'attendait, mais une
Reconnaissance mutuelle de deux esprits affûtés, évaluant une situation complexe. « Raphaël, dit Isabelle, sa voix étonnamment calme, tu as mis du temps à apparaître. » Bella. Raphaël s'approcha avec prudence. « Je ne savais pas. Je pensais que tu étais... » Drogué? Brisé? Incapacité? Elle rit, mais ce fut un son sans humour. « C'est ce que notre cher père t'a raconté. Il a dit que tu étais soigné, que c'était pour ta propre protection. » Protection. Isabelle marcha jusqu'à la fenêtre, observant les Alpes. Intéressante définition de la protection. 5 ans de prison pour me garder silencieuse sur les affaires de la famille. Bella, je suis venu te sortir d'ici. Je sais, tout comme je sais que tu as apporté des documents qui peuvent détruire notre famille, et que tu es tombé amoureux d'une chercheuse qui enquêtait sur notre réseau de blanchiment d'argent. Isabelle se tourna pour faire face à Émilie. « Bonjour Émilie, je suis Isabelle Dumont. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin. » Émilie sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. « Comment savez-vous à propos de vous? » « Ma chère, je sais tout ce qui se passe dans cette famille, y compris le fait que notre père a ordonné à Raphaël de vous séduire puis de vous éliminer. » Les yeux d'Isabelle brillèrent d'une intensité troublante. « Et je sais aussi qu'il n'a réussi à remplir correctement aucune des 2 parties de la mission. » Raphaël s'approcha de sa sœur. « Bella, nous devons sortir d'ici, ensemble. Nous pouvons tout exposer. »« Oh, nous allons tout exposer, » interrompit Isabelle, « mais pas de la façon dont tu l'imagines. »« Que veux-tu dire ?» Au lieu de répondre, Isabelle s'adressa au docteur Müller. « Henri, apportez-moi mes dossiers, s'il vous plaît, tous. » Müller hésita. « Isabelle, ce n'est pas sage. »« Henri !» Sa voix prit un ton de commandement qui fit instinctivement reculer le médecin. « Apportez mes dossiers, maintenant. » Pendant qu'ils attendaient, Isabelle s'assit à la table, étudiant Émilie avec une intense curiosité. « Vous vous sentez bien ?» demanda-t-elle soudainement. « Pardon ? Vous semblez pâle, et vous touchez inconsciemment votre estomac depuis 10 minutes. » Émilie baissa la main, réalisant qu'Isabelle avait raison. « Je suis juste stressée. » Isabelle pencha la tête. « Quand étaient vos dernières règles ?» La question frappa Émilie comme la foudre. Elle commença à compter mentalement les jours, les semaines, se rendant compte avec une horreur croissante qu'elle avait perdu la notion du temps. « Je... » commença-t-elle, mais les mots moururent dans sa gorge. Raphaël regarda les 2 femmes, visiblement confus. « De quoi parlez-vous ?»« Ton petit ami est un peu lent, n'est-ce pas ?» commenta Isabelle. « Émilie, quand était la dernière fois que vous avez été... intime ?» Le visage d'Émilie s'enflamma. « Nous n'avons jamais... Nous n'en sommes pas arrivés là. » « Ah !» Isabelle sourit. « Alors ce n'est pas le sien. » Le monde d'Émilie sembla s'incliner sur son propre axe. « Ce n'est celui de personne. Je ne peux pas être... » « Enceinte !» compléta Isabelle. « Oh, ma chère, vous le pouvez certainement. Et d'après votre visage, vous l'êtes certainement. » Raphaël se leva brusquement. « C'est impossible. Nous n'avons jamais... » « Nous n'avons jamais fait l'amour, » dit lentement Émilie, les souvenirs s'organisant dans son esprit. « Mais il y a eu cette nuit. » « Quelle nuit ? Il y a 2 mois. Vous aviez trop bu de vin pendant le dîner. Vous êtes venu dans ma chambre. Vous avez dit que vous n'arriviez pas à arrêter de penser à moi. Nous nous sommes embrassés, touchés. » Elle fit une pause, réalisant. « Je me suis réveillé le lendemain matin, seul. Vous avez dit que vous ne vous souveniez de rien. »« J'ai menti, » admit Raphaël. « Je me souvenais de tout. Mais j'ai pensé que vous regretteriez. »« Et maintenant ?» Isabelle s'amusait clairement de la situation. « Maintenant, nous avons un rebondissement intéressant dans notre petite opération. » Le docteur Müller revint portant plusieurs épais dossiers. « Les voici, Isabelle. »« Merci, Henri. » Elle ouvrit le premier dossier, révélant des photographies, des documents, des cartes détaillées. « Pendant 5 ans, j'ai profité de mon séjour forcé ici pour faire quelque chose de productif. J'ai cartographié tout le réseau de notre famille. Pas seulement les affaires que vous connaissez, mais tout. Chaque transaction, chaque partenaire, chaque secret. » Raphaël feuilleta les documents, impressionné. « Bella, c'est dévastateur. »« Je sais, mais il y a plus. » Isabelle ouvrit un autre dossier. « J'ai également découvert quelque chose d'intéressant sur notre chère Émilie. »« Quoi ?» demanda Émilie.
bien qu'elle ne fût pas sûre de vouloir connaître la réponse. « Votre destruction n'a pas été ordonnée uniquement à cause de votre recherche académique. C'était personnel. » Isabelle posa une photographie sur la table. « Reconnaissez-vous cette femme ?» Émilie regarda la photographie et sentit son sang se glacer. C'était sa mère, plus jeune, élégamment vêtue, aux côtés d'un homme qu'elle ne reconnut pas immédiatement. « Qui est-ce ? » ?»« Notre père. Il y a 30 ans. » Isabelle posa un autre document sur la table. « Votre mère a travaillé pour lui pendant 2 ans, comme intermédiaire pour des ventes d'art en France. » « C'est impossible. Ma mère était institutrice. Votre mère était beaucoup de choses, y compris l'une des maîtresses de notre père. » Isabelle observa la réaction d'Émilie, et quand elle a essayé de quitter les affaires, il l'a détruite, exactement comme il a fait avec vous. Émilie s'agrippa à la table, essayant d'assimiler ces révélations. « Pourquoi me racontez-vous cela ? Parce que vous devez comprendre que votre destruction n'était pas seulement professionnelle, c'était une vengeance. Notre père n'a jamais oublié votre mère, et quand il a découvert que sa fille posait les mêmes questions dangereuses, il a voulu me détruire de la même façon. Exactement. Mais il y a plus. » Isabelle sourit presque de façon prédatrice. « Votre mère n'a pas seulement travaillé pour notre père. Elle a découvert quelque chose qu'il n'a jamais réussi à récupérer. » « Quoi ? » « Un livre de registre, contenant des détails de chaque transaction, chaque partenaire, chaque crime que notre famille a commis entre 1985 et 1995, y compris des preuves de 3 assassinats. Raphaël s'assit lourdement. « Ma mère est aussi morte en 1995. » « Ce n'était pas un suicide comme vous l'avez toujours cru, » dit Isabelle. « C'était un assassinat, parce qu'elle avait découvert l'existence du livre et menacé de tout révéler. » Le silence qui suivit ne fut brisé que par le son de la respiration lourde de tous dans la pièce. Émilie sentit la nausée monter dans sa gorge, mais cette fois elle savait que ce n'était pas seulement à cause de la grossesse. « Où est ce livre ?» demanda finalement Raphaël. « C'est la question à 100 millions d'euros, » dit Isabelle. « Personne ne sait. Votre mère l'a trop bien caché. »« Mais vous avez une théorie, » dit Émilie, lisant l'expression d'Isabelle. « J'en ai une, et je pense que vous pouvez m'aider à la confirmer. »« Comment ?» « Votre mère est morte quand vous aviez quel âge ? 8 ans. Et elle vous a laissé quelque chose ? Un héritage, un objet personnel ? » Émilie réfléchit un moment. « Juste quelques bijoux et quelques livres. » « Quel genre de livres ? » ?»« Des livres d'art. Histoire de l'art, principalement. Certains très anciens, certains rares. » Isabelle et Raphaël échangèrent un regard. « Où sont ces livres maintenant ?» demanda Raphaël. « À Paris, dans un garde-meuble. Je n'ai pas pu les apporter quand j'ai déménagé à Chamonix. »« Émilie, » dit lentement Isabelle, « je pense que votre mère a caché le livre de registre parmi les livres qu'elle vous a laissés. C'est de la folie. C'est génial. Qui chercherait des preuves criminelles dans une collection de livres d'art laissés à un enfant ?» Émilie sentit le monde tourner légèrement. « Si c'est vrai, nous avons suffisamment de preuves pour détruire complètement notre famille, et pour venger à la fois votre mère et la mienne. » « Et le bébé ?» demanda soudainement Raphaël. « Où cela laisse-t-il le bébé ?» Isabelle sourit. « Ah oui, le bébé. Il y a aussi quelque chose à ce sujet. »« Quoi ?» demandèrent simultanément Émilie et Raphaël. « Notre famille a une vieille superstition à propos des bébés nés d'union interdite. Ils croient que ces enfants portent les péchés et les secrets de la famille dans leur sang. »« C'est ridicule, » dit Raphaël. « C'est ridicule. Mais notre père y croit. Et s'il découvre qu'Émilie est enceinte d'un Dumont, il essaiera de la tuer, elle et le bébé, » compléta Raphaël. « Ou pire, il essaiera de contrôler l'enfant, de l'utiliser comme garantie contre vous deux. » Émilie posa instinctivement la main sur son ventre. « Je ne laisserai pas cela arriver. Moi, non plus, » dit Raphaël s'approchant d'elle. « Nous quitterons le pays dès aujourd'hui. Nous disparaîtrons complètement. »« Non, » dit fermement Isabelle. « Vous ne fuirez pas, vous allez vous battre. » Bella. Assez de fuir, Raphaël, assez de se cacher. Nous avons suffisamment de preuves pour détruire notre père et tout son réseau. Faisons-le. Et si nous échouons, s'il découvre le bébé? Isabelle resta silencieuse un moment, puis sourit d'une façon qui fit frissonner Émilie. Alors nous nous assurerons de ne pas échouer. L'opération qui suivit fut planifiée avec une précision militaire. D'abord, ils devaient quitter la
Suisse sans être détecté. Le docteur Muller fournit des documents indiquant qu'Isabelle était morte pendant la nuit de cause naturelle, leur donnant au moins 48 heures avant que la famille ne découvre sa fuite. Le vol de retour vers la France fut tendu. Isabelle passa le temps à organiser des stratégies, Raphaël vérifiait constamment s'il n'était pas suivi, et Émilie essayait d'accepter qu'elle portait l'enfant de l'homme dont elle était tombée amoureuse au milieu d'une guerre familiale, qui remontait à plusieurs générations. À Paris, ils allèrent directement au garde-meubles où Émilie conservait les rares possessions qui restaient de sa vie antérieure. Parmi des cartons poussiéreux et des meubles couverts, ils trouvèrent la collection de livres de sa mère. Ce fut Isabelle qui le trouva. Un volume, apparemment innocent sur l'art de la Renaissance italienne, mais quand elle l'ouvrit, il révéla des pages soigneusement découpées qui abritaient un petit carnet de cuir. « Mon Dieu !» murmura Émilie, feuilletant les pages couvertes de l'écriture de sa mère. « Tout est là. » Chaque transaction, chaque crime, chaque mort, confirma Raphaël, lisant par-dessus son épaule. « C'est suffisant pour envoyer mon père en prison pour le reste de sa vie. » « Si nous parvenons à le faire parvenir aux bonnes autorités, dit Isabelle. « Et sommes-nous sûrs de vouloir faire cela ?» demanda Émilie. « Une fois que nous aurons remis ces preuves, il n'y aura pas de retour possible. »« Il n'y a de toute façon pas de retour possible, » répondit Raphaël. « Mon père ne cessera jamais de nous traquer. Notre seule chance est de le détruire en premier. »« Et après ?»« Après ?» Raphaël prit la main d'Émilie. « Après, nous élèverons notre enfant loin de toute cette noirceur. »« Notre enfant sera un Dumont, » dit lentement Émilie. « Il portera toujours ce nom, cet héritage. »« Non, » dit Isabelle, « ce sera un Dumont différent, le premier Dumont à grandir libre des crimes de la famille. » Cette nuit-là, dans l'appartement, sécurisé qu'Isabelle avait arrangé via ses propres contacts, ils finalisèrent leur plan. Les documents seraient remis simultanément à la police nationale, aux magistrats et à 3 journalistes d'investigation différents. Impossible de supprimer toutes les sources en même temps. Mais à l'aube, ils découvrirent qu'Édouard Dumont les avait devancés. L'appartement était encerclé. « Mes chers enfants », la voix d'Édouard résonna à travers un haut-parleur. « Et si nous discutions civilement ?» Raphaël s'approcha prudemment de la fenêtre. Il compta au moins 12 hommes armés positionnés stratégiquement autour du bâtiment. « Papa sait que nous sommes ici, » dit-il. « Comment ?» demanda Émilie. « Parce que je le lui ai dit, » répondit calmement Isabelle. Raphaël et Émilie se tournèrent tout pour lui faire face, choqués. « Tu as fait quoi ?»« J'ai dit où nous étions, et que nous avions les documents. » Isabelle sourit. « Vous n'avez pas encore compris ? Ce n'a jamais été une opération de sauvetage. C'était un piège. Belle, pendant 5 ans, j'ai planifié ma vengeance. Pas seulement contre papa, mais contre toi aussi, Raphaël. Tu m'as livré à lui. Tu as aidé à m'enfermer dans cette clinique. » Émilie sentit le monde tourner. « Vous nous avez trahis. Je vous ai utilisé, tout comme notre famille utilise tout le monde. » Isabelle se dirigea vers la porte. « Mais ne vous inquiétez pas. Vous avez encore un rôle important dans mon plan. » « Quel rôle ? Vous allez mourir en martyr, et j'utiliserai vos morts pour détruire notre famille d'une façon bien plus spectaculaire que n'importe quel document ne pourrait le faire. » Raphaël fit un mouvement pour bloquer la porte, mais Isabelle avait déjà sorti une arme. « Je suis désolé, mon frère, mais certaines vengeances valent plus que l'amour familial. » C'est alors qu'Émilie réalisa quelque chose qu'Isabelle avait sous-estimé. Pendant les semaines au manoir Mercier, Raphaël avait changé. L'homme qui avait passé des années à manipuler et à détruire des gens s'était transformé en quelqu'un prêt à mourir par amour. « Bella, » dit-il calmement, « tu commets une erreur. » « Quelle erreur ? Tu supposes que nous sommes les seules personnes à connaître l'existence des documents. Que veux-tu dire ? » Raphaël sourit. « Avant de quitter la France, j'ai fait des copies de tout, et j'ai laissé des instructions à 3 personnes différentes. Si quelque chose nous arrivait, les documents seraient automatiquement divulgués. Tu mens. Je dis la vérité. Pour la première fois depuis longtemps, je dis la vérité. » Isabelle hésita, la certitude dans ses yeux vacillants. « Et plus encore, » continua Raphaël, « l'une de ces personnes est Émilie elle-même. Si tu nous tues, tu perds la seule personne qui peut confirmer l'authenticité du livre de registre de sa mère. Je peux le confirmer seul. Non, tu ne connaissais pas la mère d'Émilie.
Tu ne sais pas comment elle pensait, comment elle écrivait, comment elle cachait des informations. Seule Émilie peut décoder complètement ce qui se trouve dans ce carnet. Émilie comprit ce que Raphaël essayait de faire et décida de jouer le tout pour le tout. « Il a raison, dit-elle. Il y a des parties du carnet que moi seule peux interpréter, des codes que ma mère m'a enseignés quand j'étais enfant. C'est un mensonge. C'est la vérité, et tu le sais, sinon tu ne nous aurais pas amenés jusqu'ici. » Dehors, la voix d'Édouard retentit à nouveau. « Mes enfants, vous avez 2 minutes pour sortir pacifiquement ou nous entrons de force. » Isabelle baissa légèrement son arme, clairement partagée entre son plan de vengeance et la réalisation qu'elle avait besoin d'eux vivants. « Que proposez-vous » demanda-t-elle finalement. « Une véritable alliance, dit Raphaël. Pas de simulation, pas de manipulation. Nous 3 contre lui. Et après ? Après, chacun suivra son chemin. Tu auras ta vengeance, nous aurons notre liberté. » Isabelle réfléchit longuement, puis acquiesça. « Très bien. Mais si vous me trahissez, nous ne te trahirons pas, dit Émilie, parce que j'ai enfin compris quelque chose. Quoi? Nous 3 sommes les seules personnes au monde qui comprennent vraiment ce que c'est d'être victime de la famille Dumont. Cela fait de nous des alliés naturels. Isabelle sourit, mais cette fois, ce fut un sourire authentique. Très bien. Montrons à notre cher père ce qui se passe quand on sous-estime ses propres victimes. La confrontation finale eut lieu au rez-de-chaussée du bâtiment. Édouard Dumont attendait avec ses hommes de main, un homme élégant de 60 ans, qui irradiait puissance et cruauté à parts égales. « Isabelle, dit-il, ouvrant les bras comme s'il allait embrasser une fille chérie, 5 ans, c'est long. Pas assez long pour oublier ce que tu m'as fait. J'ai fait ce qui était nécessaire pour protéger la famille. Tu m'as enfermé comme un animal. Je t'ai gardé en sécurité. » Ce fut Raphaël qui interrompit. La réunion familiale toxique. « Assez, dit-il, se plaçant entre son père et les femmes. C'est fini, père, nous savons tout. Vous savez quoi exactement? Les meurtres, le blanchiment d'argent, le réseau de corruption que tu as construit au fil des décennies. » Raphaël posa un dossier sur une table proche. « Et nous avons des preuves de tout. » Édouard regarda le dossier, puis ses enfants. « Vous pensez vraiment pouvoir me faire chanter? » « Nous n'essayons pas de te faire chanter, » dit Émilie, s'avançant. « Nous te donnons une chance de confesser avant que nous ne rendions tout public. Et qui êtes-vous pour me donner des chances, ma chère? La fille de la femme qui a essayé de me voler? Je suis la femme qui porte ton petit-fils. » La révélation tomba comme une bombe dans l'atmosphère déjà tendue. Édouard recula d'un demi-pas, ses yeux allant d'Émilie à Raphaël. « Impossible. »« Très possible, » dit Raphaël. « Et si tu essaies de nous faire du mal, tu tueras la prochaine génération de la famille. Le fils d'une traîtresse ne sera jamais un Dumont. Ce sera le seul Dumont innocent, » répliqua Isabelle. « Le seul. Espoir de rédemption pour notre nom. » Édouard resta silencieux un long moment, calculant visiblement ses options. Finalement, il sourit, un sourire froid et calculateur qui fit instinctivement reculer tout le monde. « Vous commettez une erreur. »« Fatale, » dit-il. « Vous supposez que la rédemption m'importe. » C'est alors qu'Émilie comprit qu'il n'y avait jamais eu de moyen pacifique de mettre fin à tout cela. Des hommes comme Édouard Dumont ne négociaient pas, ne se rendaient pas, ne reconnaissaient pas la défaite. Ils détruisaient simplement tout autour d'eux quand ils réalisaient qu'ils ne pouvaient pas gagner. « Tuez-les tous », ordonna Édouard à ses hommes de main. Mais Isabelle avait anticipé cela aussi. « Maintenant !» cria-t-elle. Les fenêtres du rez-de-chaussée explosèrent simultanément quand des tireurs d'élite du GIGN envahirent le bâtiment. L'opération avait été planifiée dans les moindres détails. Isabelle avait vraiment passé 5 ans à organiser non seulement sa fuite, mais aussi la chute complète de son père. Dans la confusion qui suivit, avec des coups de feu, des cris et de la fumée remplissant l'environnement, Émilie se retrouva protégée par Raphaël, tandis qu'Isabelle remettait calmement des preuves aux agents. « C'est fini », murmura Raphaël à son oreille. « C'est enfin fini. » Édouard Dumont fut arrêté avec 12 de ses associés. Dans les mois qui suivirent, le réseau de corruption qu'il avait construit s'effondra comme un château de cartes. Des politiciens démissionnèrent, des hommes d'affaires fuirent le pays,
Des œuvres d'art furent rendues à leurs propriétaires légitimes ou à leurs héritiers. Émilie et Raphaël se marièrent lors d'une cérémonie simple sur une plage de la Côte d'Azur, loin de toute l'attention des médias. Isabelle servit de témoin et pour la première fois depuis des années, les Dumont semblaient être une vraie famille. Leur fils naquit par un matin ensoleillé de décembre, en parfaite santé. Ils l'appelèrent Gabriel, un nom qui signifie « messager de Dieu », parce qu'il avait apporté l'espoir à une famille qui avait perdu tout espoir. « Il ne saura jamais rien des crimes de la famille », dit Émilie, berçant le bébé tout en regardant le coucher de soleil depuis la terrasse de leur nouvelle maison. « Il connaîtra nos erreurs », corrigea Raphaël. « Mais il saura aussi notre rédemption. Et l'amour, tiens, ajouta Isabelle, qui avait décidé de rester près d'eux pour aider à élever son neveu. Surtout l'amour. » Émilie regarda les deux personnes qui étaient devenues sa famille, l'homme, qui avait détruit sa vie avant de la sauver, et la femme qui avait failli les trahir avant de devenir leur plus fort allié. Ce n'était pas une famille conventionnelle, mais c'était une famille choisie. Une famille construite sur la vérité, la rédemption et la décision consciente d'être meilleure que le passé. « Gabriel Dumont », murmura-t-elle, embrassant le front de son fils. « Le premier Dumont libre. » Et quand le bébé ouvrit les yeux, gris comme ceux de son père, mais avec une innocence qui promettait un avenir différent, Émilie sut que certaines histoires d'amour peuvent vraiment changer le monde. Même quand elles commencent par des mensonges, elles peuvent se terminer par des vérités si puissantes qu'elles transforment non seulement deux personnes, mais des générations entières. L'héritage des Dumont avait été l'obscurité pendant des décennies, mais peut-être que finalement ce pourrait être la lumière. L'héritage vivant n'était pas seulement un bébé, c'était l'espoir que l'amour pouvait être plus fort que la peur, la vérité plus puissante que les mensonges, et que même les familles les plus sombres pouvaient trouver la rédemption à travers une nouvelle génération, disposée à choisir un chemin différent. Et quand Gabriel fit son premier sourire, Émilie sut que toutes les douleurs, toutes les trahisons, toutes les batailles en avaient valu la peine. Parce que parfois, pour créer quelque chose de vraiment beau, il faut d'abord détruire tout ce qui est pourri. Ils avaient détruit un empire de corruption, et à sa place, ils avaient construit une famille basée sur l'amour. C'était une fin qu'aucun d'eux n'avait prévue quand tout avait commencé, mais c'était la fin que tous méritaient.